Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Donner à voir. Aujourd'hui, je voulais parler de la transidentité, du parcours de transidentité, que ce soit le parcours qu'on montre sur les réseaux sociaux, le parcours dont on parle sur Internet, c'est-à-dire le parcours avec les papiers, les hormones et les chirurgies. Mais je voulais également parler du parcours dans sa globalité, que ce soit l'aspect chirurgie, papier et tout ça, mais également de l'aspect psychologique, car on doit vraiment faire un travail sur nous-mêmes par la suite pour apprendre à s'aimer, à se valoriser, mais également apprendre à se connaître entièrement. J'espère que cet épisode va vous plaire. J'ai eu la chance d'être entouré par un ami qui s'appelle Gabriel, qui m'a beaucoup aidé tout au long de ma transidentité, parce que lui-même a fait une transition juste avant, quelques années avant, et j'ai eu de la chance de pouvoir revoir tout son parcours du début jusqu'à la fin. D'ailleurs, je suis très fier de lui, et je suis très fier aussi qu'il ait pu être là dans des moments où je me posais des questions sur mon genre, et il a réussi à m'épauler, à me guider, sans pour autant donner des jugements ou me pousser un peu trop fort. Il m'a laissé l'espace de comprendre qui j'étais, qui je voulais être, et surtout, il m'a donné le courage de pouvoir annoncer que j'étais une personne transgenre, et ça m'a beaucoup aidé. Au début, j'osais pas me dire que j'étais une personne trans. Et grâce à lui, j'ai pu comprendre que je l'étais, car il m'a donné le temps de pouvoir essayer de faire en sorte de me genrer au masculin. Il a fait ça pendant quelques temps, pendant presque un mois. Et j'ai pu comprendre que cela me faisait vraiment beaucoup de bien qu'on me genre comme ça et qu'on puisse m'appeler monsieur et non madame. Par la suite, j'ai eu des conseils pour annoncer à ma famille que j'étais une personne trans. Il m'a aidé à créer en quelque sorte un speech pour que je puisse leur dire d'une manière un peu plus appropriée, et surtout que ça m'aide à réduire mon stress en leur annonçant la nouvelle. Mon frère et mes sœurs savaient à peu près que j'allais leur annoncer cette nouvelle. Si je leur avais pas annoncé à ce moment-là, j'allais leur annoncer un peu plus tard, mais ils n'étaient pas du tout choqués d'avoir cette nouvelle. Ça a été un peu plus compliqué pour ma mère parce que pour elle, je lui ai enlevé sa fille, alors que pas du tout. Donc ça a été compliqué pour elle pendant quelques temps pour apprendre à digérer la nouvelle et voir le changement qui s'opérait après par la suite. Je pourrais pas parler à sa place parce que je ne suis pas dans la tête d'un parent. Je peux juste parler de mon point de vue d'enfant ayant eu une transition. Je sais que c'est compliqué pour certains parents parce qu'ils pensent qu'on leur enlève leur enfant, alors que pour nous, enfants, c'est une nouvelle vie qui commence, car on commence à s'assumer, à se montrer et à surtout faire face au regard d'autres personnes. C'est compliqué. Alors d'avoir en plus le regard ou des mots un peu déplacés de la part des gens de la famille, c'est vraiment rajouter une couche et ça fait mal. On encaisse et on n'ose pas ouvrir sa bouche parce qu'on se dit c'est déjà beaucoup d'infliger ça à une personne, à un parent ou à une personne de la famille, peu importe. Mais
on prend vraiment sur nous pour essayer de se mettre à votre place. Et malheureusement, parfois, on n'essaye pas de se mettre à notre place. Pour ma part, c'était pas un caprice de faire ma transition ou quoi que ce soit. C'était vraiment quelque chose de vital. C'est, J'étais vraiment à un point où je pouvais pas continuer de vivre en étant pas moi-même. Et j'étais obligé d'annoncer tout simplement parce que la dépression, les troubles alimentaires et, et plein de choses qui découlaient d'un mal-être profond euh, étaient vraiment à un point où je pouvais plus moi-même me cacher et je devais vivre tout simplement ma vie. Je sais que c'est très dur de faire une transition par rapport au jugement qu'on peut avoir sur nous, mais quand on annonce qu'on est une personne trans, c'est vraiment vital d'être écouté et surtout d'être bien entouré parce que c'est vraiment des étapes très compliquées. On va parler d'ailleurs du fait de faire son coming out. Pour moi, ça s'est bien passé avec mon entourage, enfin assez bien passé, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent jamais faire leur coming out, que ce soit pour leur sexualité ou même pour dire que ce sont des personnes trans, parce qu'ils se font expulser de chez eux. Ils se prennent d'ailleurs pour certains des corrections physiques ou même on fait en sorte de leur faire des thérapies de conversion. C'est des choses vraiment horribles et très violentes. Donc si on fait notre coming out, on sait qu'il peut y avoir des répercussions comme perdre des amis, se faire virer de chez nous ou même avoir des sévices physiques. Donc ce n'est pas pour rien qu'on fait un coming out, c'est vraiment parce que on n'a plus le choix. C'est pour notre bien-être qu'on le fait. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas écoutées et qui malheureusement sautent la vie. Et j'espère que là où ils sont mieux. Mais on ne fait jamais un coming out sans penser qu'on peut tout perdre, malheureusement. Après mon coming out est venu le moment où j'ai dû faire les démarches pour pouvoir prendre des hormones. Pour prendre des hormones, il faut d'abord avoir vu un psychiatre, un ou une psychiatre d'ailleurs, où cette personne doit attester qu'elle nous a vus, doit faire une lettre et doit dire que on est apte psychologiquement à prendre des hormones et que c'est pas sur un coup de tête qu'on doit le faire. Donc par la suite, après avoir vu cette psychiatre qui m'a donné une lettre pour les hormones, j'ai vu mon médecin traitant pour me faire une ALD. Donc c'est une affection longue durée pour la transition. Et dans cette ALD, la personne comprend, met des choses comme aller voir un gynécologue, un ostéopathe aussi, parce que après notre opération, on peut avoir besoin de voir un ostéo. Et voilà. Par la suite, il faut trouver un endocrinologue qui ne soit pas transphobe pour pouvoir faire des analyses, donc des prises de sang, pour pouvoir voir si on est apte à prendre des hormones. Parce que pour certaines personnes, malheureusement, ils ne seront pas aptes à prendre de la testostérone pour plusieurs raisons, comme des problèmes de santé ou d'autres choses. Donc l'endocrinologue doit vraiment faire une prise de sang. Et pour certains, il vous envoie faire des électrocardiogrammes pour savoir si votre cœur peut tenir le choc. Voilà.
Quand vous avez fait votre prise de sang, au deuxième rendez-vous, vous allez savoir si vous pouvez avoir des hormones et surtout, vous allez savoir le dosage que vous allez pouvoir prendre. Par exemple, moi, j'ai une ampoule entière d'androtardil à mettre en injection tous les mois dans le muscle de mes fesses. Mais je sais aussi que peuvent prendre que la moitié de l'ampoule ou peut-être que d'autres personnes ont d'autres dosages. Donc c'est vraiment à voir avec votre endocrinologue. Vous, vous, Au début, vous allez avoir des, des prises de sang à faire tous les 6 mois pour voir si votre corps réagit bien à la prise du médicament, pour savoir si vous n'avez pas eu de problème de santé liés aux premières prises. Et je trouve que c'était vraiment super bien d'avoir cette prise de sang parce que mon endocrinologue est vraiment quelqu'un de super bien qui me suit aussi pour savoir si je n'ai pas de risque de diabète avec l'injection et surtout parce que j'ai beaucoup de personnes diabétiques dans mon entourage, donc il suit aussi l'avancée du diabète. Et je trouvais ça super rassurant d'avoir une personne qui vous fasse faire des prises de sang aussi régulièrement et qui prenne ma santé vraiment à cœur. Donc ça m'a rassuré. Par la suite, après les 1 an de testostérone, on peut aller voir pour se faire enlever la poitrine. Je sais que d'autres personnes prennent rendez-vous un peu avant pour pouvoir se faire enlever les seins. Mais personnellement, je trouvais ça plus rassurant d'attendre les 1 an, de commencer à voir des changements physiques sur ma personne. Et aussi, je me suis posé des questions comme savoir si j'avais vraiment envie de me les faire enlever ou si j'avais juste envie de me les faire enlever pour pouvoir ressembler à toutes les personnes trans. Et c'était vraiment quelque chose que j'avais besoin de savoir pour moi-même et non de vouloir faire comme les autres. Parce que c'est ok d'être une personne trans sans prendre d'hormones, sans avoir besoin de se faire enlever les seins ou même de faire une phalloplastie. Et c'est tous les types de transitions sont ok. On n'a pas besoin de cocher toutes les cases d'une transition entre guillemets comme les autres pour pouvoir dire qu'on est une personne trans. Et j'avais besoin moi-même de pouvoir déconstruire ça et de savoir si mes seins me gênaient réellement ou pas du tout. C'est aussi important de dire que c'est ok d'être une personne trans et de ne pas avoir de dysphorie de genre. C'était aussi quelque chose que j'ai dû creuser parce que je suis une personne autiste et je n'ai pas forcément eu de dysphorie. J'ai eu certaines crises, j'ai dû avoir 2 ou 3 crises, pas plus, de dysphorie au sein de mon parcours. Mais c'était des crises assez longues qui duraient vraiment 2, 3 semaines, voire plusieurs mois. Et je n'avais jamais entendu parler du fait d'être une personne trans sans crise de dysphorie. Je sais que ça m'avait du coup questionné de me demander si j'étais vraiment une personne trans ou pas, du coup, sans être passé par cette étape-là que beaucoup de personnes ont. Et grâce aux réseaux sociaux, peu de temps après, j'ai appris que oui, ça existait de ne pas avoir de crise de dysphorie, de ne pas se sentir aussi mal que ça, mais de se dire qu'on est quand même une personne
transgenre et qu'on a le droit de continuer notre parcours. Personne n'a le droit de vous dire si oui ou non vous avez le droit de continuer un parcours de transition. On est les seules personnes à être au sein de notre corps et de se dire qu'on est à même de continuer notre parcours ou non. Je voulais aussi dire que c'est ok de faire des transitions. Je sais que c'est vraiment minime comme proportion de personnes voulant faire une détransition, mais c'est aussi ok de vouloir arrêter sa transition, de vouloir arrêter les hormones ou même d'avoir un dosage moins élevé parce qu'on est arrivé au stade où on est ok dans, dans le fait que notre corps ait changé, que notre voix soit devenue plus grave, que nos graisses changent la répartition. Et du coup, c'est ok de se dire, ben là, je suis à un bon stade et j'arrête. J'ai eu un premier rendez-vous pour me faire enlever la poitrine qui s'est super bien passé. Le chirurgien m'a montré un peu ce qu'il faisait par rapport à d'autres opérations de personnes transgenres. Il m'a aussi très bien expliqué ce qu'il allait se passer durant cette opération. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'il m'a laissé assez de temps pour pouvoir dire si oui ou non j'avais envie vraiment de me faire opérer. Et surtout, il m'a dit que j'avais le droit de comparer ce que font d'autres chirurgiens et les prix pour savoir si j'avais vraiment envie de me faire opérer par lui. J'ai trouvé ça super safe et vraiment très transparent de sa part de m'avoir dit ça. Au deuxième rendez-vous, il m'a demandé d'enlever mon t-shirt pour pouvoir voir comment étaient mes seins, pour pouvoir un peu me montrer comment ça se passait quand il opérait, pour pouvoir prendre des mesures également. Et c'est au deuxième rendez-vous qu'on a pu mettre une date et surtout qui m'a dit le montant de l'opération. Moi, du coup, j'ai dû payer 2500 et je me suis fait opérer à Toulouse par un médecin vraiment super bien. Je me suis fait opérer et il a été là vraiment tout le long. Le jour d'après mon opération, il est venu. Il, il a vu, il a regardé si c'était bien, si les points qu'il avait faits étaient toujours bien, s'il n'y avait pas eu de soucis entre-temps. Et j'ai trouvé ça super bien. Je sais qu'à l'hôpital, comme j'étais tout seul du coup et que je suis resté 2 jours, j'ai pleuré, mais non pas parce que j'étais mal ou autre chose. Je pleurais parce que je me disais que je commençais enfin à être moi-même et surtout mes seins commencent, depuis mon adolescence, me gêner. Donc j'étais super heureux de ne plus les avoir. Je sais aussi que j'étais vraiment rempli d'émotions parce que j'avais enfin cette opération que j'avais tant attendue et que je commençais enfin à pouvoir me dire que j'étais libérée d'un poids. Se faire enlever la poitrine, c'est vraiment quelque chose d'important pour une personne trans parce qu'on commence à avoir de plus en plus le corps qu'on rêvait. Et je sais que j'avais réellement énormément peur du résultat, de me voir sans sein, et surtout j'avais peur de l'opération, tout simplement. Et après cette opération, tout le stress que j'avais pu avoir retombait et j'étais très heureux mais aussi assez triste de me dire que c'était une étape de plus de terminer. Pas triste dans le fait que j'avais laissé une partie de moi,
mais plutôt triste de me dire que ça allait être plus compliqué pour peut-être pour ma mère de gérer le fait que ce soit une étape de plus dans ma transition. Je sais que déjà pour ma première injection d'hormones, elle était là et ça avait été très compliqué. On s'était presque pris la tête parce qu'elle ne voulait pas que je le fasse. Et c'était la première fois que je lui tenais tête pendant ma transition et j'étais vraiment déterminé de un à prendre des hormones et de deux à me faire opérer. Donc c'était un moment très important dans ma vie. Ça va faire 1 an maintenant que j'ai eu ma mastectomie et c'est l'une des plus belles choses que j'ai pu faire. Je ne regrette vraiment pas cette opération et ça a changé beaucoup de choses dans ma vie parce que ça a fait en sorte que je sois encore plus fier de mon corps. Je sais que mon chirurgien m'a dit que si je voulais, je pouvais faire des séances de laser pour, euh, pour faire rétrécir les cicatrices que j'ai maintenant. Mais je suis tellement fier d'avoir pu avoir cette opération que pour l'instant, je ressens pas le besoin de faire disparaître mes cicatrices. Après cette opération, j'ai commencé à faire mon dossier pour mon état civil. Ça a été un dossier assez compliqué à faire parce que il nous demandait d'avoir il demandait d'avoir des témoignages de proches qui attestent qu'on était bien, qu'on utilisait bien notre état civil ou qu'on se faisait genrer correctement. Par exemple, moi, on me demandait de demander à mes proches d'attester si je me faisais bien appeler monsieur et non plus madame. Et je trouve que c'était compliqué parce que j'ai pensé aux personnes trans qui ne parlent plus à leur famille, à leurs amis, et que c'était un moment pour eux compliqué quand même de devoir faire ce dossier parce que tu dois avoir quand même certains témoignages pour attester que ben, c'est pas sur un coup de tête que tu fais ton changement d'état civil. Et j'ai eu de la peine pour les gens qui n'ont plus grand monde autour d'eux. Ce changement d'état civil, j'ai quand même mis 1 an avant de le faire. Je suis en... Maintenant, j'ai eu le jugement et j'ai mes nouveaux papiers. J'attends de faire le changement pour la carte vitale, ce qui est un peu plus long pour le faire. Je crois que la chose la moins... Le papier que j'ai eu le plus rapidement, c'était ma carte, ma carte d'identité, mon passeport et surtout mon permis. Ça a été les choses les plus rapides. Et le plus long, c'est la carte vitale du coup. Et aussi pour faire ma nouvelle carte bancaire où on me dit bien que je suis monsieur et non madame. C'était les choses les plus longues à faire. Maintenant, j'ai un meilleur passing, c'est-à-dire que je ressemble un peu plus, entre guillemets, à un homme aux yeux de la société, parce que je commence à avoir de la pilosité faciale, je n'ai plus de seins, je commence à être un peu plus musclé, et avec ce passing, j'ai dû du coup apprendre à me déconstruire sur la masculinité toxique. C'est-à-dire que avant ma transition, je pensais que j'allais être un homme qui ne porterait que des habits d'homme, c'est-à-dire un pantalon, des chemises ou des choses comme ça. Et que je n'allais plus pouvoir porter ce que j'aimais bien,
c'est-à-dire des jupes, des robes, me mettre du maquillage, du vernis et des choses comme ça. Et j'ai dû me faire moi-même un travail pour me dire que ce n'est pas parce que je suis un homme que je n'ai pas le droit de faire tout ça. On a le droit de porter ce qu'on veut, de mettre ce qu'on veut. Et surtout, c'est compliqué en tant que personne trans, parce que même en étant une personne trans, dans la communauté transgenre, on doit être une bonne personne trans, c'est-à-dire être un homme qui porte que des habits d'homme. Et si on est un homme trans qui veut mettre des jupes, des robes, se mettre du vernis et autres, on est catégorisé comme une mauvaise personne trans. Et c'est vraiment un long travail psychologique à se faire pour se dire qu'on a le droit juste d'être nous et que c'est pas parce que on est maintenant un homme aux yeux de la société qu'on n'a pas le droit de juste mettre ce qu'on a envie. J'ai failli tomber vraiment dans ce cercle vicieux de me dire que, ben, comme j'ai fait ma transition, je dois correspondre à tous les critères d'un homme. Et c'est compliqué aussi de se déconstruire sur ces aspects-là. C'est vraiment un long travail. Je pense que j'ai été bien aidé par d'autres personnes transgenres dans mon entourage, par mon ami Gabriel aussi, qui m'a expliqué que j'avais le droit d'être qui je voulais. Et surtout parce que j'ai un petit frère euh, que j'admire beaucoup et qui est une personne vraiment extraordinaire, qui a pu me montrer qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. C'est un homme cis et pourtant il met du vernis, il a les cheveux longs, il, il se met du maquillage parfois, euh, juste pour nous amuser. Et il m'a vraiment aidé à me dire que c'est ok d'être un homme, mais de pas correspondre à tous les critères d'un homme. Je me suis aussi demandé si je devais pas me couper les cheveux parce que j'ai des cheveux assez longs. Et quand t'es un homme aux cheveux longs, tu te fais souvent mégenrer. On t'appelle souvent madame. Et je me suis demandé si je devais pas me les couper pour rentrer un peu plus dans les critères d'un vrai homme. Et puis je me suis dit que en fait j'allais pas du tout me les couper parce que j'adore avoir les cheveux longs. J'adore me faire des nattes, porter mon afro, avoir mes cheveux bouclés ou faire plein de choses. Et du coup, je j'avais pas envie de me couper les cheveux parce que déjà c'est mon héritage, c'est mon métissage qu'on voit à travers mes cheveux. Je suis super fier de les avoir et j'avais pas envie de me couper une partie de moi pour pouvoir dire ben je rentre dans tous les critères d'un homme bien. Si on est un homme aux cheveux longs, c'est ok d'être un homme aux cheveux courts et c'est surtout encore plus ok d'être une personne qu'on apprécie en se regardant dans le miroir. C'est ok de ne pas cocher toutes les cases d'une personne parfaite, que ce soit pour un homme ou pour une femme. Dans tout ça, je parle que du fait d'être un homme trans, car je ne connais pas assez de femmes trans pour savoir ce qu'elles doivent vivre. J'espère pouvoir avoir le témoignage d'une femme trans par la suite, mais c'était assez compliqué psychologiquement de devoir se déconstruire de plein de choses qu'on avait intériorisées. Et c'est surtout de cet aspect-là que je trouve qu'on ne parle pas assez sur les réseaux ou autres. Être une personne en transition, c'est
c'est compliqué dans l'aspect médical, mais aussi dans l'aspect après psychologique. Je trouve que j'ai eu plus de mal à avoir cette transition mentale que la transition médicale. J'ai dû aussi me questionner sur le fait de vouloir être parent en étant une personne trans, parce que je peux aussi porter un enfant. J'ai encore mon appareil reproducteur féminin. Et je sais qu'en France, une personne trans ne peut pas faire de PMA. Il faut aller voir dans d'autres pays comme la Belgique ou l'Espagne. Et ça m'a vraiment beaucoup questionné sur le fait de vouloir être un parent. Surtout le fait d'être un parent LGBT. C'est assez compliqué et j'avais pas envie que mon ou mes enfants puissent avoir des soucis parce que il a un parent qui n'est pas une personne cisgenre. Je pense que je serai un très bon père parce que j'ai pu apprendre de mes différentes expériences de vie ce qu'on ne doit pas faire avec un enfant, c'est-à-dire juger son aspect physique, apprendre à plus écouter, lui laisser de l'espace pour qu'il soit lui-même, et surtout, si j'ai des enfants, comme je suis passé par un parcours de transition, je sais que il faut leur laisser de l'espace pour apprendre à se connaître, à se chercher, et surtout pas leur mettre la pression sur le fait qu'ils doivent être des personnes hétéros, ou même mettre la pression pour qu'ils fassent des coming out. Je sais que si j'ai la chance, ou si j'ai même envie d'avoir des enfants plus tard, je ferai en sorte qu'ils soient assez bien en ma présence, et surtout qu'ils puissent savoir qu'ils sont assez aimés pour ne pas avoir besoin de passer par l'étape coming out, parce que c'est vraiment super compliqué, c'est anxiogène, et de moi-même, à cause de mes coming out, j'ai eu des soucis de santé, comme avoir mes règles pendant 1 mois ou 2 à cause du stress. Et je voudrais que mes futurs enfants, si j'en ai, sachent que je les aimerai entièrement et dans leur intégralité, que ce soit des personnes cis, hétéros, LGBT ou autres qui ne seront pas jugés. Grâce à tout ce parcours, je, je sais comment être une meilleure personne et surtout, j'espère être un meilleur parent ou un bon parent euh, pour une personne dans la communauté LGBTQIA+, et les aider au mieux. Je voulais aussi vous dire que si vous avez une personne transgenre dans votre entourage, que c'était super important de lui laisser de l'espace pour qu'il puisse raconter ce qu'il a dû vivre, de l'espace aussi pour qu'il puisse souffler et comprendre ce qui se passe dans sa tête, dans son corps aussi, et juste être là pour l'écouter sans jugement, c'est vraiment super important. C'est déjà un parcours super compliqué, que ce soit pour nous, que ce soit pour vous, peut-être pour vous, parce que certaines personnes le prennent mal quand on dit quand on fait notre coming out. Et il faut toujours vous dire que si la personne vous fait son coming out, c'est que c'est vraiment important pour elle. Et que parfois même c'est vital pour une personne, donc il faut être là, ne pas le juger, être super bienveillant, essayer de ne pas mégenrer la personne, parce que ça peut créer des grosses crises de dysphorie et un profond mal-être chez certains, pardon. Et juste, je pense que d'être présent pour cette personne, c'est déjà énorme,
enfin quelque chose d'énorme. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les mots justes, mais juste de le laisser avoir du temps, de l'espace pour lui. C'est déjà beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça n'était pas très long et que c'était pas trop le fouillis dans ce que j'ai pu dire. Je voulais vous dire que vous êtes légitime d'être vous-même, que vous êtes des personnes extraordinaires, que je sais que c'est compliqué d'apprendre à se connaître, d'apprendre à être juste soi, mais vous êtes légitime, vous êtes aimé et vous êtes des personnes extraordinaires.